1982-2022, 40 ans de scène, 40 ans de vie. À travers cette interview, cette émission, il va se raconter. Notre invité, c'est Luxon Pado. Depuis son village natal de Taïragué, il a, à sa manière, écrit l'une des pages les plus glorieuses de la musique ivoirienne. Il va nous parler de tout cela. Il nous donne rendez-vous aux Ivoiriens le 27 août au palais du Sofitel Hôtel Ivoire et le 3 septembre 2022 au Palais de la Culture. Histoire pour lui, en tout cas, de faire vivre toutes ces belles ambiances qu'il a vécues avec ses pairs, que ce soit au Bar Éclat, tout à l'heure, Au Baron. au Baron. C'est le temple de Luxon Pado. Ah, ça, c'est chez vous, ça. Voilà. Le Bar Éclat, c'était le temple de qui déjà? Bar Éclat, c'est Naoumi Paulin. Oui. Bar Étoile, Nyaouri Gimi. OK. Monzatro, Série Simplice. Ainsi de suite. Ça commence comme ça, vous avez vu? Chaque artiste avec son temple. Lui, son temple, c'était le Baron. Baron de Yopougon. Le Baron de Yopougon. Et justement, on fait cette interview juste à côté du Baron de Yopougon. Voilà, à deux pas d'ici. À 2 pas, parce que c'est là que se trouve son appartement et nous sommes dans son studio. Ce studio représente quoi pour vous? Ben, ce studio, beaucoup de choses. Beaucoup de choses. C'est un repère. Moi, j'ai beaucoup voyagé dans les pays comme les États-Unis, comme l'Allemagne, comme la France. Un artiste doit être organisé, avoir un petit truc où, quand il est inspiré, il peut se retrouver. Et c'est là l'importance du studio. Le studio que j'ai baptisé d'abord au nom de mon maître, Feu Ernesto Guégué. Lorsque vous évoquez son nom, qu'est-ce que ça vous fait? Beaucoup de choses parce que je voulais ressembler à la personne, Guégué. Parce que Guégué, c'était un monstre de la musique. Ouais. Donc, quand il m'a accepté auprès de lui, paix à son âme, j'étais vraiment content. Et puis, avec son nom, Luxon Pado est devenu, Dieu a exaucé ma prière. Je suis devenu comme Ernesto Guégué. Je suis fier. Vos premiers pas auprès de Ernesto Guégué, vous les racontez là? Oui, j'étais au village parce que j'animais des petites soirées villageoises chaque 2 semaines, chaque 3 semaines. Et puis bon, comme on est de la même, du même village, et puis j'apprends qu'il est arrivé. Et j'ai dit à mon père, bon, c'est les vieux, hein, et ils rentrent quand ils ont envie de rentrer. Donc j'ai dit à mon père, père son âme, dis à Ernesto que moi je chante, que je voudrais être avec lui. Et c'est comme ça, quand il est arrivé, il a envoyé quelqu'un m'appeler. En tout cas, quand je l'ai salué, franchement, je me suis dit que c'était bon pour moi. Wow. Oui, j'étais heureux. Et j'étais content. La réalisation d'un rêve. Voilà, Vous aviez quel âge en ce moment? Je devais avoir 16 ans. 16 ans. Et lorsque vous avez ce premier contact avec lui, vos échanges, tout de suite, est-ce que ça augure, vous vous dites, bon, c'est maintenant ma carrière va commencer parce que j'ai enfin rencontré mon maître, ou comment ça se passe? Dans un premier temps, j'ai joué le rôle d'un petit serviteur. Il m'envoyait. J'ai pas joué avec lui. Hein. Au contraire, j'étais plus avec ses musiciens parce qu'en même temps, j'avais envie d'apprendre à jouer la guitare. Donc, j'étais plus avec eux. Mais à chaque fois, il m'envoyait par-ci, par-là, il veut manger ceci, il veut cela, il veut voir telle personne. Et je faisais des courses. Et voilà. Mais vu que vous résidiez au village, parce que c'est au village qu'il est venu vous trouver, et que vous avez eu ce contact, donc lorsque vous l'avez rencontré, vous avez décidé de venir rester avec lui en ville, à Abidjan? Oui, je suis venu après lui à Abidjan. Je suis venu chez ma grande sœur Digou Agathe, avec laquelle je vivais à la Yopougon Sidessi. Donc de ce Sidessi, j'allais au Toit Rouge où Ernesto habitait pour le servir. On va revenir à votre période au village, à Taïragué. Ouais. Comment naît et comment grandit Luxon Pado? Taïragué, j'ai formé, j'ai créé des instruments comme ça. Je prenais des bois, des casseroles pour faire des batteries. Et chaque samedi, mes musiciens et moi, on animait des soirées villageoises. Et puis voilà, doucement, doucement, doucement. Et après, bon, mon père a décidé de m'envoyer à Abidjan pour aller à l'école. J'ai suivi une formation professionnelle à Koumassi. Je suis devenu, et j'ai opté pour le dessinateur de bâtiment. Et à Koumassi, où j'avais mon frère, mon ami, qui avait aussi une guitare, j'ai dit, bon, c'est une occasion en même temps d'être entre l'école et la guitare.
Mais la guitare a beaucoup pesé, donc j'ai oublié de laisser l'école. C'est vrai que vous allez un peu vite, mais moi j'ai envie de revenir sur votre enfance à Taïragué. Comment est-ce qu'elle se passe? Elle se passe cette enfance-là. Tu veux me faire parler ou rien? Bah justement, on est là pour ça. On veut que vous racontiez Non, à tous ces jeunes qui s'identifient à vous et qui forcément aiment votre il y musique. avait un orchestre, comme tous les grands artistes, il y avait un orchestre, on a un nombre de 8 personnes. Donc, j'étais le lead vocal. Voilà, et puis j'avais un batteur. La guitare, on n'en jouait pas bien parce que personne ne connaissait. Donc, on fredonnait des machins comme ça. Ça se passait dans la bouche. Puis chaque samedi, on se retrouvait, on faisait des booms, quoi. Et puis voilà, on parcourait les villages jusqu'à ce que Ernesto vienne au village. Et puis j'ai eu l'envie de venir en le suivre. Voilà. Mais là, vous parlez encore de musique. Parce que lorsqu'on est au village, il y a des petites histoires comme ça qui entourent les naissances. On va dire, ah, je suis né un jour de marché, où ce jour-là, ma mère était allée au marché. Quand elle est revenue, elle a commencé à avoir les douleurs de l'enfantement. Et voilà comment je suis venu. Et quand j'ai grandi dans tel ou tel environnement. Moi, c'est ce que on a envie de savoir. Oui, moi, j'étais plus au campement avec mes parents. OK? Je suis tellement timide que j'aimais pas trop le milieu. Donc, j'étais plus avec ma mère. Donc, tous les matins, mon rôle, c'était aller garder la rizière pour éviter que les oiseaux mangent le riz, le nouveau riz. Donc, c'est ce que je faisais tout le temps. Et puis, doucement, à l'école, bon, je fredonnais les chansons d'Amédée Pierre, d'Ernesto Guégué. Et puis, c'est comme ça, chaque deux samedis, on venait au village. On passe soit le week-end, souvent au village pour un ou deux booms. Et puis après, on rentre au village. On va dire, vous êtes né avec la musique quelque part. Oui, et puis bon, moi je peux dire que la musique m'a choisi. Hein. C'est pas facile. Hein. Il y en a qui forcent pour C'est aller dans ça. la musique. Voilà. Mais quand elle-même était choisie, ça va facilement. Maintenant, tu fais accompagner de cette musique-là. Tu te forces à apprendre un instrument pour souvent aussi, au cours d'une répétition ou bien machin, que tu arrives à dire à un guitariste, non, la note que tu joues là, c'est pas celle-là que je veux. Voilà. Parfait. Vous faites votre formation, vous apprenez à jouer d'un instrument. Oui. C'est à quel moment, avec ce moment où vous avez dû apprendre pendant longtemps auprès d'Ernesto Guiguier, c'est à quel moment vous vous dites, il faut que je me lance dans le bain? Oui, ça, je suis venu à Abidjan en 76. OK. J'étais à Treichville, chez l'ami de mon père, qu'on appelait Guy Seri ouais, Émile, hein, je crois. Ouais, Guy Seri, je me souviens bien. J'étais à Treichville en 76. Donc, de Treichville, j'allais apprendre à jouer la guitare à Koumassi. Doucement. Et après, mon rêve, c'était de devenir comme un jour, comme le, celui-là que moi j'appelle la terre de la musique ivoirienne, ou particulièrement la musique BT, c'est le doyen Amédée Pierre. Donc, chaque samedi, j'allais tricher pour aller regarder Amédée Pierre. Et puis bon, j'ai pris la décision de devenir un jour comme Amédée Pierre, Ernesto Guigui. J'ai pris la musique au sérieux. J'ai commencé à apprendre à jouer la guitare. Mais bon, voilà, c'est comme ça. La chanson, elle passait déjà. Voilà, c'est après avoir eu la maîtrise de la guitare que j'ai commencé à composer ma propre chanson. Et en même temps, la chanson, il faut trouver la musique. Puis voilà. L'apprentissage, il dure 6 ans, parce que de 1976 à 82, il y a 6 ans quand même. Pendant 6 ans, vous apprenez, et c'est là que vous écrivez votre toute première chanson. Voilà. Pendant ce temps d'apprentissage, justement, vous avez deux personnes qui vous inspirent, qui sont Amédée Pierre et Ernesto Guégué. Oui. Donc, c'est très important. Hein. C'est un cours d'histoire quelque part pour les jeunes artistes qui vont vouloir avoir une longue carrière comme la vôtre. Non, dans la vie d'un artiste, quand tu nais, c'est quelqu'un qui te prend par la main pour te dire, voilà comment il faut marcher. Voilà, faut marcher. Donc moi, mes modèles, mes repères, c'était Amédée Pierre, Ernesto Guégué. Et après, est venu Guy Hyacinthe, Weggy Ped, ainsi de suite. Baespito, j'admire beaucoup.
Outre ces personnes qui vous ont inspiré, là, ces artistes, est-ce que vous écoutiez d'autres musiques? Oui, je suis beaucoup Gazi. Et puis, sur le plan musical, l'homme, même l'artiste même que je vais ressembler, c'est Fela dans son côté. La maîtrise de la musique, la croyance dans la musique, parce qu'il faut aimer, faut croire pour réussir. Voilà, faut avoir vraiment la foi. Voilà. Quand je suis avec mes musiciens, en dehors de la musique, on est des amis, mais sur scène, non, c'est pas bon. Il y a toute une Non, énergie, il non, y non, a autre non, chose c'est que pas vous... bon. Il faut que je sente le son que je veux, du pianiste au batteur, ainsi de suite. Qu'est-ce que vous a autant inspiré chez Fela, à Nicolas Kokouti, Fela, c'est sa maîtrise de la musique, sa connaissance, de la scène? la C'est scène. une bête de scène tout de même, Non, hein? non, 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 non. Fela, c'est un génie. Ouais. Voilà. Je l'aimais beaucoup. Il avait aussi un côté très mystique, non? Oui, dans la vie d'un être humain, le mysticisme, c'est partout. Hein. Il faut avoir un petit, du bois sacré où tu vas te ressourcer. Mais bon, pour te protéger, pour aller de l'avant aussi. C'est tout. Ma première chanson, c'est Caligoué. C'est ça. C'est la chanson qui m'a ouvert les portes. Et comme le dit le titre même de la chanson, Caligoué, c'est ouvrir la porte du village. Donc, c'est venu comme ça. C'est une chanson. Quand dans les villages, on a les coupes championnats, coupe football, coupe intervillage, quand que vous arrivez à gagner la coupe, par exemple, vous dites au chef du village, on arrive avec une coupe. Ok. Les enfants arrivent. Caligoué, Golori. Le chef, lève-toi, ouvre le village, tes enfants arrivent. Voilà un peu l'esprit de la chanson. Moi, pour moi, je me suis dit que la musique étant ce qu'elle est, et puis bon, les grands frères étant ce qu'ils sont, il faut avoir une manière, il faut adopter une manière de Beaucoup de modestie. Voilà. Faut faire profil bas, avoir leur bénédiction quelque part. Tout à fait. Quelque part, voilà. Ouais. Donc, c'était une manière d'avoir leur bénédiction. Et cette chanson, vous en êtes inspiré de vos soirées, on va dire, voilà, de village. De nos retrouvailles, tout ça. Donc, et j'ai chanté même, j'ai dit, Amédée Pierre, lève-toi, ouvre le village, ton fils arrive. Parce que j'aime pas tant dire, il chante mieux qu'Amédée. Parce que quand mon disque est sorti en 82, les gens voulaient me mettre en machin avec Ernesto. Dès que j'apprends ça, j'attends ça. À 6 heures du matin, je suis déjà chez Ernesto, en train de faire son café. On n'est même pas que il ait un peu une idée, dit que je suis un concurrent. Non. C'est un milieu très dangereux. Cette période-là, vous pouvez nous en parler. C'est tellement intéressant de voir la modestie dont vous imprégnez, l'humilité dans votre démarche, parce que une fois que vous entendez qu'on vous compare à votre mentor, vous dites non, c'est le moment pour moi de le servir, d'être encore plus bas. Elle a une image tellement christique, parce que ça, c'est un peu dans la Bible qu'on voit ce genre de truc où on va quelqu'un servi comme ça. Mais quand vous partiez et que Ernesto voyait ce succès qui tapait à votre porte avec cette première chanson, qu'est-ce qu'il vous disait? Mon premier disque, Caligoué, est sorti le 29 juillet 82 à Paris. Parfait. Et à la dédicace, Ernesto y était. Il y avait Ernesto, il y avait Fulgence Cassi, il y avait Booba, tout ça. C'est Ernesto qui m'a présenté au public. Et je tenais tellement à ça parce que il fut aussi, Ernesto fut de la promotion de mon producteur qui est aussi du village, c'est un cousin à moi. Donc, j'ai insisté qu'il soit là. Donc, c'est lui qui m'a présenté au public. Et après, lui, il était en studio aussi pour enregistrer son disque, baptisé HKB. HKB, ouais, en Nicolas BD. Donc, il m'a trouvé à Paris. Et après ça, je suis venu, après lui, je suis venu. Et c'est lui qui m'a fait passer à la télévision la première fois, en compagnie de Fulgence Cassi. Voilà, j'étais heureux. Il n'y avait pas meilleure bénédiction que ça. Non. Voir votre mentor vous tenir par la main comme ça pour votre première scène. Oui. On remarque tout de suite qu'à votre époque, la plupart des œuvres s'enregistraient en Europe. Ou bien c'était les meilleures productions qui s'enregistraient en France. Oui, moi, la chance que j'ai eue, mon cousin qui m'a produit vivait à Paris depuis je sais plus quelle année. Donc, et puis comme ça, au cours d'une cérémonie, j'ai appris qu'il a eu à produire Jean-Baptiste Baudy, qui est un doyen de la musique. C'est ça. Quand j'ai vu ça, donc je lui ai JBZ. Voilà, JBZ. Donc je lui ai fait un courrier, je lui ai fait une lettre, comme quoi que je suis ton frère, je chante très bien. Je voudrais que tu me protèges. C'est comme
Donc, je suis parti en France. Il y avait des studios ici. Ah, donc c'est parce que votre producteur était en France qu'il fallait que vous alliez en France pour pouvoir enregistrer. Voilà, c'est pas parce que je voulais forcément partir en France. Hein. Mais c'est clair qu'à votre époque aussi, je crois, il n'y avait pas ces histoires de visa. Il fallait non, il n'y a pas de visa. Le voilà, visa est venu en 87. Tout à fait. Voilà. De 76 jusqu'à 1980, il y a pas de visa. Il fallait juste avoir de l'argent, payer son billet d'avion. Une adresse, là où tu vas. C'est ça. Et vous vous retrouvez comme ça chez votre producteur. Vous passez combien de temps en studio? On est resté, je crois, 2 mois au studio parce que à l'époque, c'était un peu compliqué. C'était les grosses barnes, fais ceci, fais cela. Et puis bon, j'ai bénéficié du soutien, des arrangements d'un des ex-musiciens de Feu Ernesto Guégué, qu'on appelait Baba Yang. Oui. Voilà, on appelle Baba Yang plutôt. Donc c'est lui qui a fait mes arrangements. Est-ce que vous pouvez nous raconter, lorsque depuis tout le temps, on a ce talent en soi, on a envie de chanter, on admire ses idoles, comme Ernesto Guégué. Oui. Et le petit Pado qui était au village. Aux cheveux crépus. Merci pour l'anecdote. Il se retrouve à Paris. Ouais. Casque à l'oreille. C'est le premier moment de studio. Est-ce que vous vous rappelez? Est-ce que vous pouvez nous la raconter? Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu cet instant de vie? Moi, la France, c'était autre chose. C'est le paradis. C'est ça. Oui, aller en France, c'est quoi? Dormir ici, un lit roulant. Non. Mon frère est venu me chercher à l'aéroport, nous sommes partis à la maison. Il a 2 chambres salon. Donc j'étais là, je ne cessais de regarder. Pour moi, de Paris, tout doit briller. Voilà. Donc j'étais là. Et puis notre premier accro, hein, c'est ça, c'est ce que je suis en train de raconter. Super. Voilà, j'étais là. Et puis vers 20h, 22h, je voyais petit à petit 2 chambres salon. Il y a sa chambre. Et la deuxième chambre, c'était la chambre de ses enfants. Donc, du coup, le fauteuil sur lequel on était assis, je vais dans les toilettes, je reviens, le fauteuil est devenu un lit. Et il me dit, je dois me coucher là. J'ai dit, ah non. Si c'est venu me coucher au salon ici, dans les fauteuils, moi, je préfère aller à Abidjan. Il n'a rien compris, hein. Et j'étais dans mon sérieux. J'ai dit, je vais à Abidjan. Et la nuit, là, il s'est débrouillé pour trouver une place dans la chambre de ses enfants, pour me retrouver un matelas. Donc, le lendemain, il dit, bon, on va sortir. Tu vas voir tes parents qui sont ici, tes frères qui sont ici, comment ils vivent, tu vas voir. Effectivement, quand on est parti, c'était une véritable galère. La souffrance. Donc, voilà. Même Baba Yang. Bon, ils étaient dans les studios. Bon, lui, c'était encore bon. Mais, c'était très difficile. Donc, c'est pour dire que Paris, pour moi, c'était le paradis, quoi. Mais après, il y a la vraie vie même qui est là, qu'il faut s'y assumer. Donc, faut faire ça, faut faire avec. C'est une très belle anecdote parce que très souvent, on a l'impression que l'Europe, c'est l'Eldorado. Non. Et pourtant, la réalité, elle est là. Non, la réalité, elle est là. Très frappante. Ouais. De savoir que vous qui aviez votre maison, votre chambre à vous ici, vous arrivez, on vous sort le canapé lit. C'est pourquoi j'ai mal au cœur quand je vois les gens comme ça, ces voyages vraiment risquants sur les eaux, en train de se faire emporter par les eaux parce qu'ils veulent aller en France. Mais pourquoi ne pas rester chez soi, s'organiser? C'est l'organisation qui fait. Il y a des gens qui sont partis en France depuis 59. Moi, j'ai un parent qui est parti depuis 59. Et à un moment donné, il n'a plus d'excès de naissance. Wow. Depuis 59. Donc, ça veut dire que la réussite, c'est pas seulement en Europe. C'est de savoir s'organiser. C'est un message poignant et en tout cas, lors de cette interview, vous allez voir comme ça, beaucoup de leçons de vie. La France dont parle Luxon Pado ici, c'est la France des années 1970 jusqu'à 1980. On vivait encore ces réalités très dures qu'on vit encore en France. C'est dire aux jeunes qui, en tout cas, prennent le risque de prendre la mer pensant que l'Eldorado, c'est la France. La France, c'est pas l'Eldorado. Il a passé le message. Le tout, c'est de savoir s'organiser, avoir une activité. C'est tout. Et puis bon, voilà. Moi, je suis ici, je suis à Yopougon, j'ai mon petit studio qui est là, j'ai ma maison qui est là, c'est tout. Si je dois manger par jour, je me dis que je mange 2000 francs par jour. Si 30 jours, ça me fait 60 000 francs. C'est ça. C'est tout, je n'ai rien à me reprocher. Je ne dois à personne. Attends, tu es à la fonction publique, tu as 200 000 francs et tu manges 20 000 francs par jour. Tu as vu comment? C'est ça, t'endetter? Soit t'endetter ou bien rentrer dans des détournements. C'est tout. Faut savoir s'organiser tout simplement. C'est simple.
Vous arrivez à Paris, en tout cas, malheureusement, le choc, il est là, émotionnellement. Mais vous vivez tout ça, vous restez avec votre, même s'il y a eu ce choc entre vous et votre cousin, vous êtes resté bien avec lui sûr, quand même tout le temps de l'enregistrement. je suis resté 6 mois pour faire l'album parce que franchement, je tenais beaucoup à ça. Et puis après, de décembre 2081, le 24 décembre de 81, je suis revenu à Abidjan le 29 juillet 82. Wow. Ouais. Vous avez une mémoire des dates, c'est très bien. C'est très, très bon, ça. Mais vous, les 6 mois que vous restez, vous restez en France, du moins, vous dormez toujours avec ces enfants? Toujours. Voilà, chez mon frère. Je dormais avec ses enfants. Qu'est-ce qu'ils sont devenus, ces enfants-là? Oui, c'est des hommes, c'est des femmes. Est-ce que c'est rappelle que tonton a dormi Oui, avec eux pour avoir le succès? Au départ, c'est le petit, parce qu'il y a deux filles, puis c'est un petit garçon, là, mais qui me supportait pas. Vous savez que la vie à Paris, c'est pas, l'éducation n'est pas la même chose qu'ici. Hein. C'est ça. Il disait à son père, mais attends, il n'y a pas de studio d'enregistrement dans Abidjan. Qu'est-ce qu'il fout là, ce mec-là? Il m'emmerde seulement. Il ne fait que zapper ma télé, dans ma télécommande. Puis je dis, mais attends, c'est quelle vie ça? Et puis je jetais dans les oreilles de mon frère, j'ai dit, mais moi j'ai envie de repartir à Abidjan. Et des fois, je suis assis devant la télé, et puis il vient, il m'arrache le truc. On ne frappe pas les enfants là-bas, vous savez, vous connaissez l'Europe. Bon. Alors que chez nous ici, quand on a un enfant, quand un promotionnel de ton père est assis dans un fauteuil, tu t'approches même pas. C'est ici chez nous. Mais en Europe, il te dit, c'est ma place. J'avais tous ces problèmes. Et à chaque fois, mon frère me disait, laisse tomber l'autre. C'est le jour de la dédicace, à la soirée, le même petit, là, quand il a vu le monde, il m'a trouvé dans ma loge. Tonton Patou, il y a du monde. Les gens veulent te voir. Tu chantes bien. Je reste avec toi. Si là, je te regarde. Là, Dieu, il est merveilleux. Amen. Amen. Il ne savait pas. Et depuis ce jour, il me suit partout. Qu'est-ce qu'il devient? Bon, il est devenu aussi musicien comme moi. Bon, voilà quoi. Il chante quoi? Il fait du rap, lui. Ah ouais, son nom c'est quoi? Non, il n'est pas trop connu. Ah, ok. Il s'appelle Guy Boiseau. Quand il vient à Abidjan, il est passé à Abidjan, il vient ici prendre conseil avec moi. J'ai dit, ah. Donc voilà quoi, l'effet Luxon Pado. Parfait. Cette première soirée, la soirée dédicace de Calgary. Ah non, c'était... Racontez-nous. Une soirée grandiose. En tout cas, j'étais content du fait que Ernesto était là, tout ça. Donc j'étais devenu fou quoi. Il y avait combien de personnes? Dans la salle? Oui. Il y avait du monde. Il y avait du monde. On peut estimer à combien? 2000, 3000 personnes venues? Non, pas 2000. 1000? 1000, ouais. Facilement. Ouais. Toute la communauté s'est passé le mot. En tout cas, les soirées avant et maintenant, là, c'est pas la même chose. Avant, la salle même bondée jusqu'au dehors. Maintenant, les musiques sont devenues tellement beaucoup nombreuses, avec les religions et autres. Sinon, avant, les soirées, c'était bon. Et quand vous présentez à cette époque avec ce premier album, qu'est-ce qu'on disait? Que c'était le nouveau talent de la musique tradie moderne ou... Mon album était baptisé, je l'ai baptisé la nouvelle vague du Ziglimiti. Ok. Donc, en le baptisant nouvelle vague du Ziglimiti, c'était à ma manière de soutenir Ernesto Guigué. D'être dans la continuité. Voilà, tout à fait. Tout à fait. Donc, quand je passe comme ça, c'est le petit frère d'Ernesto. En tout cas, j'étais heureux. Vous étiez comme cette relève qui venait pérenniser. Ouais. Seulement que j'ai pas suivi les amis, quand quand un promoteur a décidé d'organiser, qu'on appelle ça, un face à face, pour désigner le successeur d'Ernesto. Donc, moi, j'ai dit, ça ne me concerne pas. Et puis, je suis Ernesto avec mon genre musical. Ernesto, c'est une bête de scène. Je ne fais pas que la même musique avec Ernesto. Donc, voilà. Votre mentor, il vous lance dans le bain. Ouais. Premier succès, premier album, succès tout de suite. Malheureusement, quelques années après, il part. Voilà. Comment vous vivez cette disparition? Quand j'étais en studio pour le deuxième album, et puis bon, c'était en 83, le 9 juin 83, Ernesto, il nous quitte. Il quitte la Côte d'Ivoire, il quitte l'Afrique. C'est pas facile. Hein. C'est facile, mais en même temps aussi, il faut dire que c'est la volonté de Dieu. On n'y peut rien. On a tous oublié de passer par là. Donc, il n'y a que le Seigneur, Dieu seul qui décide, qui fait de nous ce qu'il veut, c'est tout. En même temps que vous viviez ce choc-là de savoir que votre mentor venait de vous quitter,
forcément, des rumeurs ont commencé à courir pour dire que vous étiez à la base de ça. Comment vous avez vécu tout ça? Non, moi, j'ai pas appris ça. Non, je veux dire, quelque part, forcément. Parce que très souvent, lorsqu'on est dans le même registre musical qu'une personne, et En que tout la cas, les Ivoiriens m'ont soutenu parce que je venais à peine, et ils venaient à peine de me présenter à la télévision avec le concours de son ami, de son petit frère Fulgence Kassi, voilà, Luxon Pado par-ci, Luxon Pado par-là, et puis paf, Ernesto part. Donc, les Ivoiriens m'ont soutenu. Ça, les Ivoiriens m'ont soutenu. quelque part, cette perte aussi, ça ne Parce vous a pas, que ça moi, ne vous a pas désorienté? Oui. oui, désorienté parce que j'étais perdu. Voilà, Ernesto était une boussole pour moi sur le plan musical. Un grand frère aussi, qui m'apprenait, on appelle ça les proverbes BT, tout ça que je ne maîtrise pas. Donc j'étais perdu. Vous sortez votre album, un an après, lui, il disparaît. Oui. Est-ce que quand c'est comme ça pour quelqu'un, aujourd'hui, vous avez 40 ans de scène, est-ce que tout de suite, on se dit pas, ça sert à quoi de venir se mettre dans cette affaire? Mais Parce que, non, c'est comme un enfant abandonné en plein désert par ses parents, ou bien par son grand frère, ou bien par sa grande sœur, et tu es obligé de te battre. Voilà, j'ai dit en le faisant, en résistant au quoi que ce soit, c'est une manière aussi de soutenir Ernesto. L'âme d'Ernesto, dire que vraiment il n'a pas fait un mauvais choix. Il m'avait soutenu, il a fait qu'aujourd'hui je suis devenu ce que je suis devenu. Mais écoute, je dois quand même respecter son âme. Et voilà quoi. Et quand je pense à tout ça, et ça m'inspire beaucoup. Et puis j'ai fait des recherches. vous n'avez pas eu envie d'arrêter, ni le Non, pas. non, pas du tout. Et le second album que vous sortez, le succès est toujours présent. Oui. Le Chichon, c'est un hommage à Ernesto lui-même. Pour dire que je te pleure tous les jours. Voilà. Vous Comme pouvez je la dis. fredonner cette chanson pour nous. Zebleo Mayo, Zebleo Mayo, Zebleo Mayo. Je disais Zeblé, c'est la pluie. J'ai dit la pluie, j'ai pas peur de toi. Seulement que souvent, quand tu viens, quand tu es accompagné par l'orage, les tornades, machin, tout ça, c'est ça qui me fait peur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, j'ai dit la mort, je n'ai pas peur de toi. Mais seulement le problème, c'est quoi? C'est que quand on meurt, on ne revient plus. C'est ça qui me fait mal. Donc, j'allais essayer de le faire pour voir pourquoi Ernesto est parti si tôt. C'est ce que j'étais dans la façon. En le faisant, c'était une manière à moi de pleurer Ernesto, que je ne verrai plus jamais. Wow. Ouais. Et comme vivait encore le doyen Amédée Pierre, qui ne cessait de me soutenir, donc ça me réconfortait un peu, quoi. Qu'est-ce que vous gardez de lui, au-delà de l'artiste qu'il a été? Humainement, vous gardez quoi de lui? Ernesto, sa personne seule me suffisait beaucoup. Wow. Le voir, l'écouter, chanter avec lui, jouer la guitare. Vraiment, franchement, c'était autre chose, quoi. Je sais pas comment expliquer ça, mais c'était quelque chose de plus que moi. Il peut rester au salon d'Ernesto pendant 2 jours sans manger. Dès qu'il apparaît, parce qu'il vient, il cause difficilement avec nous, et dès qu'il sort de sa chambre, tout est mélangé dans ma tête. Wow. Oui. Non, si, je sais pas. Et je me dis que ma réussite dans la musique passait forcément par Ernesto Guigui. Il y a une chose forte que vous avez eu à partager avec lui, que vous voulez, que vous pouvez nous expliquer, que vous pouvez nous raconter là, du moins, si possible. Quelque chose de fort que vous avez eu à partager avec lui. C'était le jour de notre sortie. On a eu la chance d'avoir un frère, Moïse Bobré Yao, qui ne vit plus aujourd'hui, qui nous a acheté des instruments. Et puis on a formé le premier orchestre, Mona Orchestra, et l'orchestre de la joie. Et le baptême s'est passé à l'Oasis du désert, qui était aussi un lieu de spectacle d'Amédée Pierre. Donc j'ai vu Ernesto assis, plus loin comme ça de moi, et qui ne cessait de me regarder. Et c'est là-bas, c'est ce jour-là, j'ai chanté la première fois ma chanson Calme. Il était content. Quand les gens me machinaient de faire des travaillements par-ci, par-là. Et puis il me dit, bon, on va rentrer. Il m'a jamais dit ça. Il dit, voilà, on va aller à la maison. Dans la même voiture. Wow. Oui. Je me suis dit que j'étais arrivé, quoi. Il était très fier de vous. Il était content de moi. Et ça, quelque part, savoir que... Parce qu'à chaque fois, quand les gens viennent chez lui, ils lui disent, ah, ton petit frère, il chante bien. Il dit, ah bon, il chante bien? Il dit, ah, il chante bien. Maintenant, quand il m'a vu lui-même en train de chanter, les gens se groupaient sur moi, criaient, pardon, pardon, pardon. Il était content.
Et c'est dans cette période-là, un promoteur est venu me voir chez ma sœur pour dire qu'il veut organiser un spectacle avec Ernesto à l'Hôtel Ivoire avec moi. Je lui ai dit, comment ça? Il dit, non, vous allez faire un show, toi et Ernesto. J'ai dit, non, je peux pas. Ah, je peux même pas le faire. Il peut faire un show en attrapant la valise ou bien le sac d'Ernesto dans la salle assis là-bas, dans le regard. Mais de partager, il va monter sur scène et puis il descend, moi je monte. C'est comme si c'était une concurrence. Il dit, non, je peux pas. Il a insisté, j'ai dit, je peux pas. C'est un journaliste de Côte d'Ivoire qui vit en ce moment. Et pour cela, j'ai été blâmé à la télévision. Ah ouais. Ouais. Parce que vous avez refusé ce face-à-face. Ben lui, peut-être, il voulait gagner de l'argent. Mais moi, j'ai dit non. Je peux pas. Défi Ernesto. Parce que, à cette époque-là, ça parlait beaucoup. Pas d'eau fort, pas d'eau fort. Vous savez vous savez que les hommes sont comme, les gens sont comme ça. C'est ça. Les comparaisons, machin. Pas de ceci. Quand j'ai vu le mouvement là, j'ai dit, ça là, si je tombe dedans, là, je suis foutu. Ouais. Ouais. Ce respect que vous avez eu pour Ernesto Djedje de son vivant, est-ce que vous l'avez eu pour d'autres artistes? Oui, le doyen Amédée Pierre. Pas loin de mon studio, là, il y a une salle qu'on appelle le Mont Zatro. Oui. Et à son âme, le papa même m'a appelé, je l'appelle le papa parce que, pour moi, Amédée, c'est le monument. Voilà. Dans mes chansons, je le dis toujours, Amédée, c'est la terre sur laquelle nous, on marche, on vit, on fait tout. Donc, il m'a appelé, il dit, bon, on va faire une soirée. Et puis, on s'est lancé des pics pour faire venir du monde. Pado chante mieux qu'Amédée, Amédée chante mieux que, et puis bon, la soirée était bondée. Il n'y a pas place. Il n'y a pas place. Et on joue aussi ces instruments. De 21h jusqu'à minuit, il ne voulait pas me laisser jouer. C'est mon papa. Hein. Je lui dois tout à m'aider. Minuit jusqu'à minuit, les gens sont venus se plaindre. Non, mais laisse le petit jouer. Il dit non. C'est à 1h du matin, j'ai joué 2 chansons. Il m'a dit c'est bon. Il a pris le micro. Il a chanté jusqu'à 6h du matin. Maintenant, matin, comme c'était une soirée qui était organisée par nous deux, matin, c'est le partage là, du magot. Voilà. Il dit non, je n'ai droit à rien. Puisque ce sont les instruments, ces instruments à lui, machin, tout ça. Donc j'ai vu les gens autour s'agister autour de lui. Non, faut donner quand même un peu au petit. Quand j'ai vu ça, je suis allé vers les gens, j'ai dit non, laissez. Non, papa. S'il ne veut pas me donner, c'est pas grave. J'ai appelé mes musiciens, j'ai dit on rentre. Parce que je voulais pas avoir des démêlés avec Amédée Pierre. Pourquoi? Pour de l'argent. Si je dois être riche, il n'y a que Dieu seul qui sait ça. S'il doit rester pauvre, il doit rester pauvre. Donc je ne peux même pas pour que Amédée sache que. Et puis nous sommes partis à la maison. Mais là, 2 ans après, j'ai organisé ma dédicace. Je suis allé le chercher. Pour rester sur le podium, à côté de moi, faire ma soirée. Quand on a fait ma soirée, j'ai mis 100 000 francs dans une enveloppe. Et je l'ai accompagné. Voilà, moi je me dis que un engagement, c'est comme du crachat versé. Le crachat, tu le verses, tu ne peux plus le ramasser. Donc j'ai dit qu'Amédée, pour moi, c'est autre chose. Amédée, c'est le grand frère d'Ernesto Guégui. Amédée, c'est comme ça que j'agis, quoi. Donc, quand vous parlez de ce rapport que vous entreteniez et avec Ernesto Djedje et avec Amédée Pierre, ça m'amène à faire un parallèle et j'aimerais avoir votre avis là-dessus avec les rapports que Ariel Chenet a pu avoir avec Arafat Digué de son vivant. Parce qu'on sait que Ariel Chenet était le petit, quelque part, d'Arafat. Et à un moment, il y a eu cette comparaison qu'Arafat a mal pris. Si vous deviez vous prononcer sur ces rapports que ces deux-là ont eu, qu'est-ce que vous diriez? Moi, j'ai un problème. Là, il faut que je sois clair avec vous. Je n'aime pas juger les gens. Ça, chacun a son truc. Moi, c'est que la manière dont je veux vivre ma vie musicale, c'est ce que je vous explique. J'évite. Quand même, j'apprends que Pado, il chante mieux que Baïs Smito. La nuit, là, je vais trouver Baïs là-bas pour lui dire, c'est que tu apprends là. Je suis pas dedans d'air. Je suis même pas dedans. C'est vrai que vous voulez pas juger, mais ça peut servir pour les jeunes. Parce que cette interview qu'on est en train de faire, elle va servir de témoignage, elle va servir quand même d'indicateur pour les jeunes, de savoir qu'il ne faut pas peut-être outrepasser ou bien aller contre un mentor en griffe, hein, ou défier un mentor. Il y en a qui n'acceptent pas des conseils, hein. Les jeunes d'aujourd'hui, il y en a qui écoutent, il y en a qui n'écoutent pas les conseils. Parce que la musique que nous faisons, c'est un métier, comme tout autre.
Mais le succès, il trompe et il trahit. Si tu ne sais pas te prendre, c'est pas bon. Les conséquences, c'est toi-même qui les as cherchées. Donc, s'il y a des conseils à donner, voilà, c'est ce que je voulais. Pour vous répondre, effectivement, si un petit est à côté d'un grand, il y a toujours un comportement. C'est ça. Voilà. Il y a un comportement. Parce que c'est ce que c'est par là, nous avons commencé tout à l'heure, j'ai dit que mes parents ont toujours dit, faut savoir d'où tu viens, là où tu vas. Comme ça, quand on te demande, je lis souvent les romans de Fela, machin, Salif Keïta, mon papa, par exemple, qui dit que j'ai commencé avec tant, tel orchestre, tel instrument. Voilà celui-là qui m'a appris à jouer ça. Ouais, c'est quelqu'un qui fait en sorte que tu deviennes quelqu'un. C'est ça. On se lève pas un matin pour dire que je vais marcher. Un enfant pour marcher, tu commences par quoi? C'est les genoux d'abord, 4 pattes, et puis ainsi de suite. Mais il y a d'autres qui, dès qu'ils sortent là, on les applaudit, c'est fini. Ils n'ont pas de repères. Bon, moi, ces cas-là, je les respecte beaucoup. J'aime pas trop rentrer dans leur jeu parce qu'on n'est pas pareil. Voilà. Donc, comment vous observez tout ça de loin, de voir qu'aujourd'hui, les jeunes de maintenant, surtout ceux qui sont dans la sphère musicale, n'ont pas de repères ou manquent de valeur quelque part? Quand je vois comme ça dans les journaux s'insulter de façon, machin, j'ai dit ça m'écoeure, quoi. Donc, je préfère me mettre très loin de ce milieu-là. Pour ne pas qu'un jour, machin, non. L'enfant à qui moi-même j'ai donné la vie, m'expose, m'insulte, tout ça, là. Non. Je ne le ferai pas pour mon père, pour ma mère. Et pareil pour un promotionnel de ma mère et de mon père. Donc, voilà, quoi. Mais bon, on fait ce qu'on peut. Il y a des exemples, hein. Il y en a plein. Mais bon, c'est la vie. Hein. Mais s'il y a quelque chose que vous pouvez dire pour faire changer quelques donnes quand même. Non. Parce que j'espère que certains jeunes artistes vont voir cette interview et s'abreuver en tout cas aux valeurs que vous êtes en train de promouvoir. Franchement, moi je suis bluffé, quoi, de voir comment est-ce que vous aviez du respect pour vos aînés, comment est-ce que vous ne pouviez même pas vouloir les défier. C'est tellement beau à voir que j'aimerais bien que ces jeunes-là s'abreuvent à ces valeurs. Céline Simplice, c'est mon grand frère. Céline Simplice, c'est le petit frère d'Ernesto, Amédée Pierre. Bon. Donc, quand Céline vient me voir comme ça, me solliciter, il veut mes instruments pour faire une soirée. Il veut payer. Oui, je voulais payer, mais j'ai un peu, j'ai dit non, faut aller. Seulement que, il faut faire en sorte, ne pas que, si tu viens de jouer, tu ramènes à la maison, et puis c'est bon. C'est tout. Je ne vais pas te demander de l'argent. Si tu n'en as pas, je t'aurais refusé. Mais en te refusant, je me fais du mal. C'est pas bon. Voilà. Sinon, ce que tu es en train de dire, je suis d'accord avec toi. Mais en même temps, le monde est fait comme ça. Voilà, le monde est fait comme ça. Il faut toujours avoir du respect pour les grands frères, ou même pour les petits frères aussi. Donc, moi, j'ai une manière de concevoir les choses qui n'est pas pareille comme les autres. Quand, par exemple, j'étais en train de jouer, le début de ce studio-là, j'étais en train de travailler, quand un ami m'a invité à manger. Je suis allé chez lui. Il vit en France en ce moment, je ne vais pas dire son nom ici. Je suis allé chez lui. Puis je vois la table garnie. Il y a toutes sortes de nourritures. Poulet rôti, pigeon, rien. Je regarde. J'étais assis dans mon cœur. J'ai dit, tout ça, pour lui seul. Et puis il vient là, en rien. Il dit, non, mange, commence par où tu veux, salade, tout ça. J'ai mangé un peu. Et puis je regarde. Il a boy, il a borne, rien, tout le monde. Tout un personnel de maison. Oui, ouais. Puis bon, je suis rentré, j'ai dit, peut-être il a un artiste. D'accord, ok. Je suis rentré chez moi, j'étais en train de travailler là, et je vois ce même artiste là qui vient s'assurer comme ça. Il me brandit la facture de courant de chez lui, 75 000, de l'aider à payer ça. Il dit quoi? T'aider à payer ton courant? C'est une moquerie. Tu te demandes de moi. Moi, j'étais aussi un ventilo. Là, tu as 3 climatiseurs, le salon, la chambre. Et c'est moi qui dois payer ton courant. D'accord. Il doit donner 50 000 francs quand même. Comme on dit, tout est une question de choix et de valeurs aussi. En tout cas, vous avez grandi dans de très bonnes valeurs. Merci. En tout cas de nous les faire partager. Merci. Votre carrière
vous avez continué à évoluer malgré l'absence de votre mentor Ernesto Djedje. Ouais. Vous avez eu des artistes, on va dire, générationnels. Et à partir de 1990, le boom avec le Poulier et autres, Niaro et Jimmy, cette période où il y a le Baricla, il y a le Mozatro, il y a le Baramba, le Badaba. Racontez-nous un peu toute cette ferveur, toute cette ambiance que vous pouviez entretenir en son temps avec tous ces publics qui appréciaient votre musique. Oui. En tout cas, 90 a été une année très, en tout cas, sabbatique pour nous, les frères CIA et Luxon Pado. Ouais. Parce que 89, le 31 décembre 89, après la soirée réussie au Baron de Yopougon, il y avait à peu près 2000 personnes. J'ai fait tout l'orchestre pour aller à Taïrégui, se ressourcer un peu, se ressourcer un peu, revenir. En ce moment, pendant que nous, on était là-bas, Niaro Guimi a commencé à jouer. On a fait 2 mois, nous sommes revenus. On vient, on pose pied au Baron pour un spectacle, 0. Ouais. À ce moment-là, Guimi avait un petit salle à côté. Les gens payent les tickets, ils sont dehors. Ils ont des tickets, mais il n'y a pas place dans la salle, ils sont dehors. Et pendant que nous, on jouait à deux personnes. Voilà. Une grosse musique. Il y avait Paul Docuy, il y avait Barthélemy Nago, tout ouais, ça. Avec de gros producteurs de musique derrière, ouais. Mais 1 mois, 2 mois, 3 mois, j'ai dit, mais attends, c'est quoi ça, tout ça? Ah, le monde est bizarre. Hein? C'est ça la vie. Hein? Bon, c'est devenu... Bon, les 2 groupes, Guimi avait son staff, moi j'avais mon groupe. Et puis bon, voilà, les palabres ont commencé à se créer. Pandozi, il est fort plus que toi. Guimi dit, il est plus fort que toi. Et puis, sinon, c'est pas qu'il n'y a pas que Guimi et moi, nous sommes engueulés. Non, rien du tout. Mais vous savez qu'il y a toujours des gens comme ça autour de vous qui créent ces trucs-là. Donc, il avait un manager très, très virevoltant, très sulfureux, Arsène Douo. Waouh. Bon, tu connais. J'ai suivi un peu. Quand Douo te dit une banane pourrie, la banane, elle est bonne, là. Ouais, c'est clair. C'était très, très bon commercial, en tout cas. Non, les musiciens de Niaro Guimi sont payés à 90 000 francs par musicien. 90 000 francs par musicien. Ouais. Il a 16 musiciens, faut calculer. Quand c'est comme ça, là, les gens disent, mais pardon, lui, il devient quoi? Bon, les gens, c'est que les gens retiennent de nous, c'est la grosse musique qui se joue, mais les salles sont vides. Comment vous avez fait pour rebondir? Donc, quand j'ai regardé mes musiciens, on était à une soirée au Baron, et puis pendant qu'on jouait, je regarde d'autres musiciens qui commencent à pleurer. Wow. Après la soirée. Parce qu'il n'y avait pas de monde, au fait. Il n'y avait personne. Ouais. Il n'y avait personne. Après la soirée, je les ai appelés le lundi à la maison, au cours d'une réunion. Puis je leur ai donné 200 000 francs partagés. Ils ont dit, l'argent là, c'est bon. Mais ça suffit pas. Pas que l'argent n'est pas beaucoup. Mais on ne doit pas faire des soirées comme ça. Il faut que les gens reviennent. Il faut que tu fasses quelque chose. Par 2 fois, ils m'ont dit ça. Un matin, j'ai dit, bon, on va rentrer au village. J'ai pris tout l'orchestre, tout le staff. On a déménagé à Taïrégui. Où j'ai créé genre boutique, cinéma, tout ça, pour les changer un peu. C'est comme ça, pendant cette période-là, on a appris la mort du père du ministre Yorba à Guipiri. Et nous sommes partis. Entre-temps, dans les villages, nous avons des fans là-bas, entre eux qui se battent. C'est ça. Pour ça. Donc on était au funérail du papa du ministre Yorba. Et puis, le petit frère de Yorba m'a dit, Pado, viens te montrer des jeunes danseurs qui dansent au rythme, hein, à la manière de danser du canard. C'est ça. De là-bas. Je suis parti. Bon, comme la manière de marcher de là. Là-bas. Ouais. Voilà. J'ai dit, ok. C'est comme ça, tout est parti. Wow. On a gardé la manière de marcher de là, mais il faut adapter maintenant la musique qui convient. Comme ça, il y a un artiste, dans la vie d'un artiste, si tu veux vraiment avoir un orchestre, il faut apprendre un métier. Il faut apprendre un instrument. Donc c'est comme ça, le loi est né en 90, en 91, on a fait la dédicace ici au Baron de Yopougon. C'est gâté. C'est gâté même. Il fallait trouver une recette salvatrice et ça a été le là-bas. Et j'avais les gros journalistes là avec moi. Le Didier Bleu, un petit qui vient de naître là. Tout le monde. Le grand frère Erikosa, je crois bien. Erikosa, Amédée Assi. C'est ça. Assi Akawa. C'est ça. Paul Docuy. Bouba. Vous aviez rallié avec vous toute la crème de tous journalistes. Les samedis, ils sont au Baron. Ouais. Tous les samedis, ils sont au Baron.
C'est eux qui étaient devenus Et des les relais vraies maintenant. émissions télé, c'est Pado. Waouh. Concours de là-bas, à la télévision, ils ont bloqué. Aboké a bloqué. Tempo. Et là, en ce moment, forcément, lorsque vous reprenez, on va dire, le dessus par rapport à Nyaro Jimmy qui lui Non, fait... c'est fini. Ouais. Là, la guerre était déclarée, là. Déclaré même. Arsène Dou même, il était interdit à la télévision. Waouh. Ouais. Paul Decuy qui faisait des émissions, il a invité Nyaro Jimmy à la radio. Mais il a inventé une émission comme ça, rien que pour le casser. Wow. Voilà. Et le pic de cette inimitié avec Donc Nyaro j'avais, Jimmy. du coup, il y Mhm. avait Nyaro Jimmy, il y avait Nangou Poulain, il y avait C'est ça. Elvis Guédé, non, Olivier Guédé. Olivier Guédé. Il y Mais avait tu lui Dika- n'as pas eu trop de... Non, non. Dika Liadé, oui. Dika Liadé. Tous ces 4 personnes contre moi seul. Voilà, bagarre. Mais le pic de cette inimitié entre vous et Nyaro Jimmy, elle se manifeste comment? J'étais aux États-Unis quand Guimi est passé à une télé, une radio de Côte d'Ivoire. Mhm. Et au cours de cette interview-là, il dit que Pado est un membre, est un frère à moi. Mhm. Donc, quand je suis arrivé, il dit non, Guimi est passé à la télé, à la radio ici, il dit que vous êtes parents, tout ça, machin, machin, machin. À ce moment-là, les données avaient changé. Les données avaient changé, ce n'est plus ça. Et quand je suis arrivé le lendemain, on a fait une soirée, il n'y a pas place. Donc c'est comme ça, Guimi est venu me voir, personnellement. Et nous avons décidé d'organiser une soirée de réconciliation. Donc la première étape, la première phase, c'est passé au bar étoile, chez Guimi. Et deuxième étape, au baron de Yopougon ici. Voilà comment tout est parti. En même temps, je suis devenu le financier des deux groupes, le groupe de Guimi et mon groupe. Et vos rapports après se sont améliorés, vous Oui, entendiez bien? Oui, on s'entendait très, très bien. Il me défendait beaucoup. Donc, voilà quoi. Malheureusement, il décède en 1996. La volonté de Dieu. Et les mêmes rumeurs reprennent. Là, on dit carrément... Là, après, Niaouré Guimi, c'est dit qu'il y a des Ouais. qui m'attaquaient à la télévision, frontalement. Moi, je ne réponds pas. Parce que je me dis qu'il a le temps de me répondre, de me salir. Donc, le son, lui, ce temps-là de me salir. Mais Dieu répondra à ma place. C'est comme ça, au cours d'une émission, il dit que j'ai fait une chanson de son papa. Zia, Zia, Zigoro, Zia. Il a commencé à parler jusqu'à... Et paf, voilà un Guédé qui était le président de PCA du Burida, Ouais. qui est du même village que lui. Donc, il a intervenu à la télévision pour dire que, du coup, quand on n'écrit pas la musique et qu'on la chante, il y a un comportement. Celui qui écrit, c'est de quoi Pado parle. C'est de quoi, comment la musique de Pado accompagne la chanson qu'il chante là. La chanson ne tombe pas, c'est du tourou, c'est du folklore. Et puis ton père peut être le père de Pado, puisque c'est pas la composition n'est pas à toi. Boum, du coup, elle a commencé à insulter, voilà, tu es un acheté. Ici, c'est là, bon. Voilà. Donc, moi, les pics qu'il me faisait, me lançaient à la télé, partout, je répondais par la chanson. Justement, c'est ce que j'allais dire. Parce qu'on voit que au lieu de répondre par presse interposée, Non. vous répondiez Dans à la travers chanson. les chansons. Voilà. Quelles sont les chansons C'est une à travers chanson. lesquelles vous aviez répondu à vos détracteurs? J'ai une chanson. Yesunuge. Petit goupanine kiki gbare konana o yemu. Kuraba dide bogorama gige gbare mana no yegua. Lokoma zore kena diyo Yesunuge. Je ne me bats pas des animaux. Je me bats Wow. pas. Oui, je me bats pas. C'est fort quand même, hein? Ah, c'est comme ça. J'ai un problème. Je ne sais pas m'exprimer. Je suis pas éloquent. Mais là, franchement, moi... Mais dans la chanson, quand tu m'attaques, je te réponds dans la chanson. Et la chanson, j'ai fait en sorte que cette chanson soit reprise. Bidi bidi. Dagou gio. C'est comme ça, pas de parle pas beaucoup. Je suis pauvre dans la chanson, dans la parole. C'est pourquoi je me suis équipé. J'ai des managers autour de moi qui interviennent pour moi. Mais moi, je te réponds dans la chanson. Mais quelles sont les chansons que Jimmy lui prenait aussi pour répliquer? Ah, il a une chanson à lui? Ouais, il avait une chanson, je crois, où il parlait de
Même si on verse, je sais pas, de l'eau sur une paille, c'est quelqu'un qui a dû m'expliquer cette chanson vite fait, mais apparemment, cette chanson vous était destinée, au fait. Oui, il m'attaquait beaucoup. C'était, bon, s'il y a certaines chansons dont vous vous rappelez où il vous attaquait, c'était lesquelles? Tu sais que Guimil, lui, son BT, mon BT, là, c'est pas pareil. Donc, je ne maîtrise pas tout. Vous, d'ici à vous êtes de Dalois, je crois, non? Si, c'est le même BT, mais lui, il parle même dans le fond même de nos parents, là. Ah ouais. Voilà. Moi, je prends les petits mots comme ça, et puis je fais de ça. Et c'est la différence. Et lui-même, il le dit. Il dit, non, pas d'eau. Si c'est la chanson, laissez-le. Mais musique, là. Sa chanson tombe en même temps sur les mélodies qu'il trouve. C'est grave. Donc, il veut chanter comme, il veut le faire comme moi, mais c'est pas facile. Voilà. 40 ans après, vous êtes toujours là. On va décortiquer vos 40 ans. Pendant ces 40 ans, on va prendre certaines de vos chansons qui vous ont marqué. Il y a Kalbe. Merci. Il y a Yobo. Yobo. Kodogunwa bere poyeva. Wanu amukeke sibuye. Bege dali zuzugbe wazezere. Nani Yobo. Je me rappelle, j'ai lu un truc sur, j'étais à Boston quand j'ai lu un passage sur les choses, Miriam Makeba. Elle dit qu'au cours d'un concours comme ça, les producteurs cherchaient un artiste à produire. Il fallait. Donc, c'est comme ça, ses frères l'ont appelé. Il est venu, on dit, bon, quelle chanson que tu vas chanter? Elle dit, non, j'aime Pata pour tout, Pata. On dit, non, fais une belle chanson. Les autres ont chanté en anglais. Elle est venue, elle dit, c'est mon Pata pour tout, vous l'avez chanté en zoulou. Et c'est ça qui a fait de Miriam Makeba ce qu'elle est devenue. Ouais. Yobo, là, c'est un petit truc. C'est le Yobo, c'est le dialogue. C'est des messages de paix, de réconciliation. Bon, voilà. La troisième chanson. Après, il y a Anyamaye Siablé. Yekouloa Yetikou. Ça baoulé. La quatrième. On va aller jusqu'à 40, hein. 40 chansons. 40 chansons? Bon, on va s'arrêter à 10. Parce que je sais que vous avez un répertoire tellement fourni. Bon, les 10 chansons qui vous ont marqué. Là, on est à 4, la quatrième. Il y a là-bas. Ouais, la quatrième qui vous remet en selle en 1990. Forcément, c'est une chanson qui reste en 91, justement. C'est une chanson qui vous remet en selle et qui reste forcément une chanson référence. Ouais. Donc, là-bas, ensuite. Il y a Zia, Nazigolou. C'est sur le même titre, là. OK. Et après. La sixième. La sixième, c'est Vovodou. Une chanson que j'ai composée lors du décès de mes musiciens. J'ai perdu 2 musiciens, donc, je leur ai fait un hommage au Vaudou. Wow. Après, j'ai fait un hommage au président Oufoué Boigny. On dit qu'on a bédié. OK. Et puis... Là, on a 8 chansons. Il va rester 2 dernières chansons qui vous ont marqué dans votre répertoire très fourni. Il y a tellement beaucoup d'enfants. Ouais, ça c'est... En tout cas, mais il y a une histoire particulière parmi toutes par rapport à toutes ces chansons. Forcément, le genre de chansons qu'on écrit où c'est le désarroi. C'est vrai que là-bas, c'est lorsque vous avez vu des jeunes danser. Oui. Mais il y a de ces chansons qu'on écrit où on est vraiment acculé de partout et on est couché là un soir, on se dit, waouh, là c'est chaud. Vous dites intérieurement, Pado, comment est-ce que tu vas faire? Et cette inspiration vous vient, c'est laquelle? Vovodou, là. C'était à quelle occasion? C'était à la faveur de quoi? J'étais aux États-Unis et puis j'apprends le décès d'un de mes grands pianistes, Kouri Samonta. Il meurt un vendredi et puis le lundi meurt ma danseuse. Wow. J'ai dit mais c'est quoi ça, tout ça là? Qui me cherche des palabres et qui veut m'enfoncer? L'inspiration est venue. Et dans la chanson, j'ai dit que je suis un cochon, un porc. On ne touche pas à mes enfants. Je ne peux pas abandonner mes enfants, me balader comme ça. Si je suis aux États-Unis, c'est que je suis venu pour quelque chose, pour aller au secours, nourrir, donner à manger à mes enfants. Et pendant que je suis entré dans cette recherche-là, qui me tape dans le dos, qui me poignarde dans le dos, je suis en train de chanter. C'est parce qu'ils ont pris le truc, sinon j'allais vous mettre la chanson. Voilà. Vu que vous racontez... C'est une provocation. Vu que vous relatez cette période assez sombre, où vous voyez 2 de vos proches très chers décédés,
Ça nous emmène à vous poser cette question. Quelles ont été les périodes les plus difficiles de votre carrière d'artiste? Les périodes les plus difficiles d'abord, c'est le décès d'Ernesto Guégué en 83. Un an après votre arrivée sur scène. Ouais. Ça, pénible, difficile, très, très difficile. Parce que j'étais paniqué, c'est comme quelqu'un qui était en train de se noyer. C'est ça. Voilà. Après Ernesto, le décès d'Ernesto, c'est 89. Le choix d'une de mes chansons a varié tout jusqu'au 89. Bon, ça c'est la politique. La chanson a été censurée. J'étais en tournée quand Barthélémy Nabon m'a appelé. Il dit que, la chanson est censurée. Bon, c'était une chanson on était à 10 000 ventes. Avec Pathé Makoni. Ouais. Voilà. C'est devenu après Jazz Music. Jazz Music, voilà. C'est ça. Mais tu en enseigné, hein? J'ai suivi un peu l'histoire musicale de la Côte d'Ivoire. Jazz Music, Showbiz en son temps, qui était la première maison de distribution. Ouais. Et quelles sont les raisons qu'on vous avance lorsqu'on censure cette chanson? On me dit que j'ai remercié quelqu'un, un bienfaiteur, dans la chanson. On dit que la chanson dérange. Les mots que j'ai employés sont durs, machin, comme ça. Je les comparé au président Oufoué, parce que j'ai dit que le monsieur, c'est un bélier. Le seul bélier en Côte d'Ivoire, c'est Oufoué. Bon, c'est passé, c'est fini, parce que, voilà quoi. Après cette période difficile en 89, tu vous vaut la disette après, ou vous revenez en 91, parce que tout à l'heure dans le récit, vous avez dit, de 89, 90, ça a été une année, en tout cas une année sabbatique. Sabbatique. Où vous vous retirez, mais vous revenez avec là-bas en 91. Ouais. Après ces 2 années, il n'y a pas eu des périodes difficiles dans votre vie? Comme je le dis, je parle peu, mais c'est mes chansons qui dérangent. Et puis bon, voilà, les gens m'en veulent. Donc, dernièrement, j'ai chanté un homme politique. 84, je reviens encore plus bas. Ouais, 2 ans après. Ouais, la mort d'Ernesto. Un an après. J'ai mon producteur qui a vu que la musique camerounaise, avec le Makossa, dominait beaucoup. C'est ça. Il m'a proposé de faire un mixage, un mariage, Makossa, Diglibiti, à la Guillaume. Ça m'a coûté d'air. Wow. Oui. Le public, les fans, les auditeurs. Votre équipe était voyou. Il est sur la musique ivoirienne, il était maintenant camerounais. En direct, hein, à la télé. Et pourtant, c'était pas mauvais, une telle ouverture musicale quand même. C'est vrai que ça déroutait, certes, les mélomanes qui étaient habitués à votre rythme habituel, mais c'était une ouverture. Tu connais tes parents. Tu connais tes parents. Ça m'a coûté ce que ça m'a coûté. Hein. Des injures. Bon, c'est la vie. Hein. Moi, je ne peux pas dire que c'est le producteur qui m'a dit de faire ça. Ouais. J'ai oublié d'encaisser. Vu que vous en parlez justement, cette ouverture que vous avez voulu faire sur la sous-région, surtout sur les rythmes du Cameroun, est-ce que vous avez eu quand même un succès dans la sous-région? On va pas parler de succès européen parce que... Est-ce que ça m'a donné le courage de continuer? Donc, vous n'avez pas eu de succès dans la sous-région, je veux dire, vous n'avez pas eu à faire des tournées au Burkina, au Mali, au Cameroun? J'étais au Burkina, j'étais au Mali, j'étais au Bénin. Oui. Mais bon, c'était pas facile. C'était pas facile. Parce que même mon frère, Feu Ernesto Guégué, a eu ce problème-là avec des journalistes que je ne vais pas nommer ici, hein, qui l'ont cassé. Oui, à un moment, Guégué ne pouvait pas décoller. Hein. Je lui faisais à manger. J'étais obligé de m'organiser pour aller lui faire à manger. Parce qu'à l'époque, les organes des journaux de musique n'étaient pas assez. Et c'était tellement suivi, il n'y avait pas assez de journaux. Oui, c'est vrai qu'en son temps, c'était la presse écrite, souvent. La presse écrite, les médias traditionnels, on va dire ça comme ça. Vous avez vu le face-à-face de Baïs Pinto et Louga François? Ouais. Tout ça. Quand il était casse, il était casse. Et puis tu ne pouvais même pas bouger. Et surtout que la Côte d'Ivoire est une plaque tournante de la musique
africaine. C'est ça. Dès que tu es cassé ici, au Bourguin, tu es cassé. C'est ça. Voilà. Quand tu as du succès ici, forcément, ce succès, Mais oui. il te suit partout. Voilà. Et lorsque ici, ça ne décolle pas. Difficile. Vu que vous parlez de mixage, en tout cas de cette communication entre plusieurs cultures, ce brassage culturel, musical. Aujourd'hui, on avait vu justement, à la faveur de ces 40 ans que vous prépariez, un petit brassage avec Fjord de Bior. Où on en est sur ce projet? Bon, nous sommes là-dessus. Les promoteurs, c'est comme c'est eux qui décident. Moi, je ne fais que suivre. Bon, hier même, j'ai eu à échanger avec Fio, qui m'a appelé autour de 23 minutes, comme ça. Je crois qu'on doit se voir ce samedi-là. Ouais, soit on le fait maintenant, ou on le fait après. Voilà. Pour que ça fasse partie de l'objet d'un nouvel album qu'on dédicace avec, pour ne pas tout mettre dans les 40 ans. Donc, c'est samedi, on verra. Les 40 ans, ça démarre le 27 août. Le 40 ans, c'est le 27 août au Sofitel de l'Hôtel d'Ivoire. Vous prévoyez quoi? Non, c'est un hommage. Célébration de Luxon Pado. Voilà, pour tout ce que j'ai rendu à la Côte d'Ivoire. Et Dieu merci, j'ai eu 2 médailles. Et j'ai été décoré le 5 août par la grande chancelière. À titre posthume. Bien heureusement, oui. De mon vivant, j'ai touché la médaille. Amen. Si demain Dieu m'appelle, j'ai servi la Côte d'Ivoire. J'ai fait ma part. Donc, c'est une célébration. Je dis merci à Yako à Luxon Pado. Comme le Premier ministre me disait la semaine dernière, tu nous as vraiment bercé. En tout cas, on te soutient. Donc, c'est ce qui va se passer. Le 27 et après le 3 septembre. Le 3, on se retrouve au Palais de la Culture pour l'apothéose. C'est ça. Voilà. Avec tous ces jeunes, tu continues de danser, qui continuent d'apprécier les belles mélodies. Voilà, aujourd'hui, ma fierté, ma richesse. C'est ça. C'est la nouvelle génération. C'est tout ça. Je suis devenu un modèle. Une référence. Quand j'écoute les leaders comme ça chanter à Niamey et Siablé. Quand j'écoute Bidi Bidi en train de chanter à Ndagou, quand j'écoute Espoir 2000 qui m'appelle de Burkina pour dire qu'on fait le show avec Kalbou ici, ça me réjouit. Vous savez que l'artiste, la richesse, c'est pas l'argent seulement. Quand un artiste passe comme ça, on dit voilà, les gens pas l'eau qui passe. C'est une richesse. Un artiste qui arrive dans un milieu et puis on ne parle pas de lui, c'est que ça va pas. La richesse, elle a plusieurs formes. On va vers la fin de cette interview. Hein. Il reste 2-3 questions rapidement. On peut pas venir rencontrer Luxon Pado dans son temple au studio sans lui poser cette question cardinale parce que c'est resté, on va dire, un mythe dans l'imaginaire collectif. Laquelle? On dit Luxon Pado, il avait trop de succès auprès des femmes. C'est quoi votre secret? De succès auprès des femmes? Non. Tu es un bel homme. Merci papa, mais vous, votre secret, c'est quoi? Et puis vous avez eu tout ce succès auprès des femmes. Ce que vous pouvez retenir, la femme, c'est la meilleure juge au monde. La femme trouve qu'en Luxon Pado, un chanteur de mélodie et de douceur. C'est tout. Et c'est grâce à la femme aujourd'hui, je suis soutenu par les hommes. Parce que là où passent les femmes, les hommes suivent. C'est tout. Sinon, il n'y a rien. Vous êtes venu là, qu'est-ce que vous avez trouvé? Le studio, les musiciens sont en train de répéter en haut. Tout à fait. Voilà, Luxon Pado n'est pas couché en parler, machin. Je suis pas assailli par les femmes. Non. Je suis un travailleur. J'adore la musique. Votre plus belle histoire d'amour? C'est la musique. Non, avec les femmes. Oh. Je me suis marié aux États-Unis en 92. Wow. En 92, à Boston, précisément. Il y a eu incompatibilité d'humeur. On n'est plus ensemble. Mais ça reste votre plus belle histoire d'amour? Oui. Et ce jour-là, j'ai écrit dans le livre d'or que voilà, je suis occupé. C'est tellement beau. Qu'est-ce que ça vous a fait de voir Cheikh Ivan répondre Kalboué? C'était un beau moment de télé. Qu'est-ce que ça vous a fait? Je l'ai appelé, en tout cas, Cheikh Ivan, je lui dois beaucoup. Parce que c'est pas forcément la chanson, mais les mots bêtés. C'est ça. Les noms bêtés aussi. Il a chanté à la perfection cette chanson. Non. C'est trop beau. C'était tellement beau à voir. Je le respecte beaucoup. Ouais. Un talent énorme. Énorme. Je l'ai appelé pour lui dire félicitations.
Tu aimes Lucian Pado. Que Dieu te bénisse. Longue vie. Amen. Guillaume, Papa. tu es un grand. Tu resteras toujours grand. Amen. Que le Seigneur veille sur toi Amen. et ton équipe. Amen. Voilà. Merci en tout cas pour ces mots de bénédiction. Ouais. On termine par un mot fort, par un message fort que vous souhaitez faire passer à la faveur de vos 40 ans de musique. Ouais. En tout cas, on vous souhaite plein succès au Sofitel Hôtel Ivoire. Merci. On rappelle que ce concert est organisé par Minerve Africa de Balou Franck Arthur, qui est un féru, un amoureux Et Lucian Pado. de Luxon Pado. Il a déjà fait des concerts avec lui dans des chaumières BT où il a fait carton plein. Et là, il va à l'assaut du Sofitel Hôtel Ivoire. Venez donner de la force à Luxon Pado pour ses 40 ans. 27 août 2022 à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Le 3 septembre au Palais de la Culture à Trècheville. L'artiste a daigné répondre à nos questions en ce jour. Un message fort pour terminer. C'est un message de paix. Ces deux concerts sont basés sur le signe de la réconciliation. Donc je demande aux Ivoiriens, à l'Afrique, de venir chanter l'Afrique, la Côte d'Ivoire. Un pays sans paix, c'est nul. Donc j'invite tous les leaders politiques le 27, samedi 27 au Sofitel de l'Hôtel d'Ivoire pour chanter la Côte d'Ivoire. Que Dieu nous bénisse. Amen. Amen. Franchement, moi j'ai été bluffé par les belles leçons de vie que nous a donné Luxon Pado. Cet amour inconditionnel et inconditionné pour Ernesto Djedje. Ce respect immense pour Amédée Pierre. Oui. Waouh. De telles valeurs, on en retrouve aujourd'hui rarement. Mais bon, je pense que quelque part, ça va servir de leçon aux plus jeunes. Parce que pour avoir 40 ans de carrière, pour avoir 40 ans en tout cas de carrière et de succès, il faut avoir beaucoup de valeurs. Et je pense que c'est ce qu'on doit retenir le cours de cette interview. Que Dieu vous garde. C'était Guillaume Vergès pour Actu People et à très très bientôt. Amen. Merci encore.